Ouais, c'est pour ça que je le mettais de côté. Ah, non, rapprochons. Rapprochons. Ah, voilà, on est bon. Alors on est bon, hein. On est bon. On est bon. On est bon. On est en direct. On est en direct. Eh ouais, écoutez, super. Alors on va attendre un tout petit peu que les gens se connectent. Ah. Voilà, allez, c'est parti. David, je te remercie de me recevoir dans ta magnifique galerie. Donc avenue Kléber, c'est un bel endroit. Merci Trac d'être venu quand même sous la pluie. Ouais, sous la pluie, c'est pas évident quand même, en torse nu en plus. Presque. Voilà, bon. Voilà, en tout cas, voilà, ça me fait très plaisir. Ça faisait longtemps qu'on voulait se faire cette interview. Et voilà, on va raconter un petit peu ton parcours et je crois que tu as beaucoup de choses à apporter à notre jeunesse. Et nos interactions aussi. Tout à fait. Voilà. Alors peut-être un petit peu raconte-nous d'où tu viens, de tes origines. Mon père il est du Maroc, ma mère est de Tunisie. Moi je suis né dans le 93 à Blanc-Ménil. Voilà. D'accord. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et après j'ai pris mon envol sur Paris. Donc tu viens du 9-3. Oui, 9-3, oui. Du 9-3, donc tu es self-made man. Oui, il y a 9-3 et 9-3, hein. J'étais pas non plus à plaindre. Hein. J'habitais dans un pavillon et non pas dans une cité. D'accord, voilà. Ok, pavillon dans le 9-3, c'est pas pareil. Okay. Exact. Et tes parents sont arrivés quand en France? C'est flou ça, hein. Mon père est arrivé quand il avait 24 ans. Oui. Et ma mère quand elle avait 18 ans. Hein. Ah ouais, mon père il est né en 39 et ma mère en 46. Voilà. Donc ils sont arrivés après la guerre, évidemment. Oui, tout à fait. Ils ont été épargnés. C'était la belle époque quand même en France à ce moment-là. C'était le baby boom. Hein. Voilà, ça marchait bien, les 30 glorieuses. Très très bien. Et toi, tu as commencé dans quelles études tu t'es dirigé au départ? Je me suis dirigé vers des études de comptabilité, de gestion, de tout ça, quoi. J'ai très vite arrêté parce que je me rendais compte que c'était pas du tout pour moi. Et j'ai arrêté d'une façon, disons, atypique. Et on peut dire que à ce moment-là, on peut dire que j'ai pris mon Mazel en main. J'ai arrêté en rendant en deuxième année. Des feuilles blanches. Voilà. À l'examen, feuilles blanches. Feuilles blanches, que des feuilles blanches. Donc j'étais sûr d'avoir réussi mon coup, arrêté. Ah oui. Et même mes parents, ils m'ont dit c'est clair, arrête. Ouais. Tu veux arrêter, on a compris, alors arrête. Voilà. Tu étais déjà attiré par l'art? Non, j'étais attiré par l'aventure. L'aventure. Voilà, l'aventure, la liberté. Donc là, tu avais quel âge exactement? Là, j'avais 21 ans. 21 ans, et là, tu as rendu feuille blanche. Ouais, 3 feuilles blanches. 3 feuilles blanches à tes examens. À quelle fac c'était? C'était à la fac de Tolbiac, c'était en deuxième année. J'avais réussi la première année, j'étais passé en deuxième. Ouais. Et en deuxième année, c'était une évidence pour moi que j'en avais rien à cirer de ça, quoi. D'accord. Ouais. Bon, c'est pas un exemple à suivre forcément, hein, mais bon, d'un autre côté, quand on sait vraiment ce qu'on veut, voilà. Parfois, il faut se donner les moyens de le faire. C'est un petit peu par conformisme ou par rapport à tes parents que tu t'étais lancé dans ces études? C'était pour faire plaisir à mes parents. Pour faire plaisir. Ouais. Moi, si je m'étais écouté, je pense que j'aurais arrêté l'école vers 16-17 ans. D'accord. Voilà, mais bon. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Voilà. Bon, j'ai quand même eu un bac D qui m'a servi qui m'a servi quand même dans la vie. Voilà. Bien. Et ensuite, donc, tu t'es lancé dans la vie professionnelle tout de suite? Alors, je me suis lancé dans la vie professionnelle immédiatement, de façon assez laborieuse. De toute façon, mon père était pharmacien biologiste, ma mère travaillait avec lui, donc ils n'avaient aucune connexion dans quoi que ce soit, excepté dans le milieu médical. N'ayant pas fait d'études ou n'ayant pas forcément un relationnel exceptionnel sur Paris, étant donné que j'avais grandi dans le 9-3 jusqu'à 18 ans, j'ai commencé par vraiment des petits boulots, quoi. Le premier, c'était vendre des chaussettes en porte-à-porte. Ah ouais, c'est beau. Voilà. Bon. J'espère que le son est bon. Si quelqu'un peut nous dire si le son est bon, parce qu'on est avec un téléphone, donc c'est pas évident. Je pensais trouver un gros ordinateur ici, genre Apple, Mac, mais bon. Alors, donc tu as commencé par vendre des chaussettes en porte-à-porte. À 21 ans. Ouais, 21 ans. Très laborieux, très laborieux, mais d'un autre côté, tellement une rage de vouloir faire ce que je veux. Finalement, je m'en plaignais pas, quoi. D'accord. Voilà. Après, de fil en aiguille, tu es passé des chaussettes. Voilà, des chaussettes aux blousons, des blousons à la pub, de la pub à l'Antiquité, et plus précisément dans les montres anciennes et les bijoux anciens. Ah, merci. Et plus précisément. Et là,
c'était le début de ce que je vais dire, de mon aventure qui me convenait mieux. Déjà parce que tout ce qui a trait aux jolies choses, étant donné que je pense un peu esthète, m'intriguait. Et les montres anciennes et les bijoux anciens, c'était un univers qui me plaisait bien. Et je travaillais au puce le week-end. Donc ça me laissait essentiellement beaucoup de liberté la semaine pour pouvoir mener une vie entre guillemets de bohème, de commerçant bohème. Voilà, c'est-à-dire que la semaine je travaillais, mais disons plutôt de 11h à 17h, ou de midi à 18h, ou de 16h à 19h. Oui. Et le week-end, c'était le grand match, comme au football, quoi. C'était le week-end, le grand match. C'est quelle puce? C'était les puces de Vanves. Très bonne ambiance à l'époque, très bon enfant, c'était des belles années. J'en garde un excellent souvenir. J'ai encore des amis qui sont dans mon entourage que j'ai connus là-bas. J'ai des copains à moi qui étaient âgés, maintenant qui étaient plus âgés que moi, qui avaient une trentaine d'années. Aujourd'hui, ils ont 60, 70 ans. Je les appelle régulièrement pour avoir de leurs nouvelles, pas pour me forcer, mais parce que je ressens le besoin. Comme eux, ils m'ont protégé et ils ont été là pour moi quand j'étais jeune. C'est ce qu'on appelle un petit peu le miroir de la vie. On sème ce qu'on récolte, ou on récolte ce que l'on sème. Voilà. Donc c'était une famille. Tu es rentré dans une famille. Je dirais pas une famille, mais je dirais que c'était des gens qui étaient non pas une famille parce que c'était quand même le commerce assez trivial, oui. Mais il y avait une certaine convivialité sincère. Oui. C'est-à-dire pour les cafés, on se tenait de coups, on avait besoin d'un peu d'argent, on prête un peu d'argent. Il y avait ce qu'on appelle une vraie convivialité. Voilà. Avec une confiance. Une confiance. Ça, c'était aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. Vous retournez là-bas, non, non. Mais c'est plus du tout le cas parce que la période économique fait ressortir ce qu'on appelle la faiblesse de la nature humaine et la rudesse de la vie, quoi. Voilà. Parce que c'est une époque où il y avait vraiment une bracha à ce moment-là, c'était facile. C'était une période facile, c'était une période, vous bossez, tu bosses, ça tombe. Voilà, il n'y avait pas d'histoire. Et même que tu sois pas doué, même que tu sois pas un génie, ça tombait. Et plus tu travaillais, plus ça tombait. Et après, quand tu étais un peu malin ou un peu plus malin, ou tu savais faire un relationnel, disons, autre qu'Opus, par exemple, tu scellais des liens avec des clients qui passaient au puce et tu étais capable, ou tu voulais les appeler la semaine parce que tu n'étais pas timide et tu étais avenant et envers les gens, bah, tu n'attendais pas la semaine pour vendre ton truc, quoi. Tu le voyais tout de suite le mardi, donc tout de suite ça rentrait, ça roulait vite, quoi. Il suffisait d'être toujours aux aguets, les yeux ouverts et voilà, et ça tombait. Ça fonctionne comment le commerce des montres? Tu as acheté des montres comme ça Alors moi j'avais une méthode, je devrais pas le dire mais je vais vous le dire, je vais révéler mon secret. Attention, c'est un scoop. Voilà, bon j'ai commencé tout simplement parce que le père d'un copain à moi était bijoutier dans les années 50. Je vais vous écourter comment ça s'est passé, très bien. Et au bout de 2 mois il n'y avait plus de montre. Alors je vais à Drouot et je vois les prix, je me dis c'est pas possible, c'est là je l'ai vendu 5000, ils la vendent 7000, c'est là je l'ai vendu 8000, ils la vendent 12000. Donc là tu parles pas des petites montres, des montres à 5000, 8000. Oui, voilà, bon c'est des montres on va dire. Oui. Il y a des montres qui valent beaucoup plus cher, il y a des montres qui valent jusqu'au million d'euros, voire 2, 3, 4, mais bon, on va pas rentrer dans ce domaine-là, ça ne me concerne pas et ça concerne peut-être 100 mecs dans le monde ou 200 mecs dans le monde. D'accord. Et je sais pas comment ça m'est venu. J'ai été voir les vieux horlogers. Et quand j'ai été voir les vieux horlogers, j'ai eu un jour une phrase magique qui m'est restée, qui a été mon sésame. Bonjour, vous allez bien monsieur et tout, voilà, je suis étudiant en horlogerie au CNAM, voilà, et j'ai besoin de vieilles montres, de vieux calibres, pour moi et mes camarades pouvoir travailler. Ah oui, d'accord. Voilà, donc bon, ça c'était un peu ma force, ma répartie, ce qui faisait que, en quelque part, certes, il n'y avait pas de code à l'époque, il n'y avait pas de bouquins, il n'y avait pas d'internet, ou très peu de bouquins, et plus cette phrase, je suis étudiant, je suis en études d'horlogerie, moi et mes camarades, ça a été que on s'apitoyait entre guillemets sur ma situation et les horlogers qui avaient des vieilles montres depuis 30-40 ans en stock
faisait qu'il me les donnait pour pas grand-chose. Ah oui, c'est voilà. ça. On va dire pas donné, on m'en a donné, oui, Oui. c'est vrai. On m'a donné à quelques fois, mais en tout cas, il me les vendait vraiment pour pas grand-chose. Et moi, j'arrivais aux puces, comme d'habitude, je les vendais en dessous de la cote. Il y a certaines personnes qui se moquaient un peu de moi, mais moi, dans mon fort intérieur, je savais que je gagnais mieux ma vie qu'eux, quoi. Donc finalement, ces montres-là, elles étaient un peu elles étaient aux oubliettes, elles étaient dans 90% des cas en mauvais état et à réparer, et je les vendais en état à des marchands ou à des collectionneurs malins ou qui étaient horlogers, et eux qui en faisaient son sort. Je les vendais sans garantie, à prix défiant toute concurrence. Et ça t'a vraiment lancé, ça t'a vraiment lancé dans le business. C'est-à-dire que là, j'ai compris ce que c'était le business. On ne peut pas dire que j'ai été lancé parce que en soi, j'ai tout de suite pris conscience que les horlogers, ça tarissait. Ça, je l'ai fait pendant 5 ans. Au bout de 3-4 ans, je voyais bien que ça tarissait, ça tarissait. Et après, moi, j'allais voir des fois les mêmes horlogers avec qui j'étais devenu copain. Mais des gars qui me sortaient 50 montres, m'en sortaient 5. Ah oui. Et ça se tarissait. Et en même temps, il y avait les codes qui sortaient sur Internet. Ah oui, c'est ça. Donc, d'un côté, ça se tarissait, et de l'autre côté, il y avait les codes. Donc, je sentais bien que rien n'était éternel. Et ça, je le sais depuis très longtemps, rien n'est éternel. Oui, ça, c'est un message important. Voilà, comme disent tous nos rabbinim, lors malheureusement de circonstances qui sont dures, mais qui arrivera tôt ou tard, on vient de la terre, on retourne à la terre. Et rien n'est éternel. Vous êtes docteur, un jour vous allez passer à la retraite. Vous êtes chanteur, vous allez avoir des périodes de blanc. Rien n'est éternel. En revanche, quand ça fonctionne, il faut savoir être heureux et conscient de ce qui se passe. Parce que quand on n'est pas heureux ou pas conscient, on est blasé. Et on a l'impression que c'est éternel, que c'est naturel. Non, il n'y a rien de naturel. Ce qui est naturel, c'est à un moment donné de travailler, que ça tombe et de dire merci mon Dieu. Comme tu m'as souvent dit, Yitzhak, quand je te posais des questions d'ordre spirituel, qu'est-ce qui fait qu'on réussit? Qu'est-ce qui fait qu'on réussit? C'est qu'on fait des choses, mais à la fin, les 10% qui restent, c'est dans les mains de Dieu, c'est le mazel. Mais pour toucher ces 10%, il faut faire les 90%. Alors, de par là, quand ça fonctionne, on est content. Mais quand ça ne fonctionne pas, il ne faut pas être rancunier. Ça veut dire que le bon Dieu te dit, c'est pas ta voie, change de voie, fais autre chose ou autrement. Voilà. C'est ça, même qu'on a trouvé un bon créneau, on pense avoir trouvé sa place, on se dit ça y est, j'ai trouvé... y a rien. Ça va changer, ça va bouger. Et dans ta vie, tu as eu pas mal de changements, puisque là, après, on va se diriger vers ta carrière plus artistique. Est-ce que tu es passé des montres à l'art? Ça a été un nivellement très simple. Je vais vous raconter l'anecdote. Moi, toutes les belles montres que j'achetais à des prix ridicules, je les gardais. Et un jour, je suis sorti de chez moi à minuit et demi, un samedi soir. Je suis rentré à 4 heures. Ils ont essayé de me cambrioler. Ils n'ont pas réussi. Je remercie Hachem. Ils ont essayé de te cambrioler. D'accord. Et ils ne m'ont pas cambriolé. En l'espace de 3 heures et demie. Et je remercie Hachem. Je pense que là, à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle de la chance. Et comme on sait tous, en tout cas comme tu m'as souvent appris, chance, hasard, coïncidence, Hachem, c'est des synonymes. Voilà. Et j'ai été protégé. Alors là, il fallait tout de suite prendre une décision. Le lundi, je prends un coffre à la banque. À partir de ce moment-là, toutes ces montres auxquelles je m'amusais de les mettre par interférence, par intermittence et tout ça, je les mettais plus. J'allais une fois tous les 3-4 mois au coffre et j'en mettais une et tout. Et j'ai dit tout ça c'est inutile, ça me sert à rien. Une montre n'existe que quand tu la portes. Et moi en ce qui concerne la laisser dans un coffre pour être collectionneur en soi strictement parlant et être financier, c'est pas ma nature. Qu'est-ce que j'ai fait? Au fur et à mesure je les ai vendus. J'ai toujours été attiré par les images, les tableaux. Aussi, j'ai été influencé parce que ma maman, elle peignait. Certes, une peinture qui ne me plaît pas du tout, mais elle peignait. Et au fur et à mesure, ce que j'avais en montre, je l'ai transformé en tableau. Et je ne regrette pas parce que quand vous rentrez chez vous, vous avez un univers, vous êtes heureux. Et les tableaux, c'est beaucoup moins volé que les bijoux et les montres. Les cambrioleurs, quand ils rentrent dans une maison, c'est les tableaux. Non, excusez-moi, c'est
les bijoux, les montres et l'argent. Quand on vous vole un tableau, c'est que c'est une commode. Donc, et petit à petit... donc au début, c'est en tant qu'amateur que tu as acheté des tableaux pour toi-même. Ouais. Je pense pas ton métier encore. Je pense que tous les marchands de tableaux, tous, ils ont tous été à un moment donné soit passionnés, soit intrigués avant de devenir marchands de tableaux. Parce que, en ce qui concerne l'argent dans l'art, il y en a... Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, et il y a sans commune raison dans votre domaine. Vous voulez faire de l'argent pour de l'argent, lancez-vous dans l'immobilier, ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc l'art, ça reste quand même un domaine de passionné, même si c'est pour gagner sa vie. En tout cas, avant l'argent, il y a la passion. Après, l'argent intervient, mais c'est pas l'inverse. C'est d'abord la passion et après l'argent. Très bien. Et si tu avais des conseils à donner pour des jeunes artistes qui veulent se lancer, c'est quoi un peu le profil Alors, moi, il y a une seule chose à faire, à leur dire. Je dirais trois choses. Faire ce qu'ils ressentent. Oui. Quand ça leur plaît pas, prendre leur tableau et le déchirer et le foutre à la poubelle. Oui. Au moins, ils se respectent par rapport à eux-mêmes et ce qu'ils aspirent à devenir. Et troisième chose, faire, entre guillemets, un peu attention à ce que ça ne ressemble pas de trop à ce qui a déjà été fait ou vu ou adulé dans le monde. Il faut innover, On est toujours influencé. Oui. Une influence, oui. Une copie ou une copie, ou je vais dire une forte inspiration, non. Ça passe pas. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va faire de la décoration, mais ça va pas faire de l'art. Donc, faut faire ce que la personne aime, ce qu'elle ressent, vraiment une expression sincère. En vérité, l'art, c'est la définition absolue. La définition absolue de l'art, c'est d'exprimer sa liberté dans son plus fort intérieur et naturellement. C'est pas de ce qu'on a dit de faire, ce qu'il y a au fond de toi-même, essayer de le faire sortir, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà. J'imagine que dans la vie d'un artiste... Il y a 3 périodes. C'est toujours... voilà, il y a 3 périodes, et ça se passe comme ça dans 90% des cas. Oui. Il y a la période où il apprend, où il se cherche. La période où il est mature, il excelle. Bon, et la 3e période où il produit pour produire, parce qu'il a tellement galéré toute sa vie que quand tout le monde en veut, il produit toute la journée pour encaisser de l'argent. Donc après, il reste sur son... Il reste, ça marche, il continue. Il ne se prend pas la tête. C'est ça. Voilà. Et il a de la demande, même si c'est déjà des choses qui ont déjà été faites il y a 10 ans, il y a 15 ans, il continue parce qu'il se rappelle tellement de ces années de galère, et souvent ils ont des enfants, et souvent ils ont des contraintes, donc il ne faut pas leur reprocher, ça reste. Et ce qui est bien pour un collectionneur, c'est d'acheter dans la période, ce que je vais dire, la 2e période. C'est la meilleure période. C'est la période où il est encore naturel, où il est encore spontané, et il maîtrise certaines choses, et il n'est pas dans l'abattage. Voilà. Mais on le ressent quand on voit une œuvre, il y a une certaine spontanéité. C'est naturel. Et dans la 3e période, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus cadré, si on peut dire. Je crois que tu m'as dit que tu as déjà repéré des futurs artistes à une période vraiment, même première période. Alors la façon pour innover, je vous l'ai déjà dit, c'est innover. Un artiste, quand il innove, il a des chances d'y arriver. C'est le mot-clé. Un bon artiste, c'est primo un savoir-faire technique, mais le plus important, c'est innover. Et je vais même vous dire quelque chose. Je pense qu'un mec qui innove vraiment très 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 fort et qui n'a pas vraiment la technique a plus de chances d'y arriver qu'un autre. D'accord. Qui est très fort techniquement, mais qui n'innove pas. Et comment toi tu sens un artiste qui va percer? Ça c'est la magie. Ça c'est comment tu sens que entre guillemets comment tu sens la présence divine à un moment donné de ta vie, et tu dis j'ai l'impression d'être entouré. Ça s'explique pas quoi. C'est toi puisque tu parles de présence divine. Parlons un peu. Alors nous, tu te souviens quand on s'est rencontrés la première fois, c'était à combien d'années? Je crois que ça fait une dizaine d'années peut-être. Une dizaine d'années. Ou 8 à 10 ans.
Et on a parlé de tout et de rien. Je vais être franc avec toi, tu étais très sportif. Ouais. Hein, je vais être encore plus franc avec toi. On a parlé de part et d'autre. Je vais être plus franc avec toi encore. Je pensais même que tu étais arabe et musulman. Et à la fin, je lui dis, tout à la fin, au bout de 2 heures, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Et tu me dis, je suis arabe. Oui, en fait, il faut préciser. J'étais au parc Monceau, en short, en train de courir. Et je ne sais pas pourquoi tu m'as adressé la parole. Je sais pas. Je sais pas. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, parce qu'on se regardait avec un peu d'empathie, on va dire. Et tu m'as pris pour un cousin, donc. Ouais, un cousin, voilà, un cousin, ouais, c'est ça. Frérot. Voilà, c'est ça. Ah oui. Et c'est vrai que j'étais dans une période compliquée de ma vie. Oui. Et en partant, tu m'as dit, bah, prends mon numéro si tu veux. Oui. Et tu m'as dit une seule phrase. Tu m'as dit une phrase qui m'est restée et qui est encore aujourd'hui une phrase qui est forte et pleine de sens et de spiritualité. Le bon Dieu t'envoie les épreuves que tu peux surmonter. Ouais. Et moi, aujourd'hui, je rajoute afin que tu puisses changer. C'est beau, c'est beau. Voilà. C'est beau. Et je vois encore, on était sur ce banc-là, assis côte à côte. Et puis ça a commencé une longue amitié. Une longue amitié, et je vais vous une fraternité même. Et je vais vous dire quelque chose. Israq, c'est peut-être, je vais lui faire des compliments, mais il va se boucher les oreilles parce que c'est des compliments assez forts. C'est l'homme qui m'a fait sortir en moi ma spiritualité, et j'en avais peur parce que pour moi les rabbins c'était un peu comme des tortionnaires. Et il m'a fait aborder la chose avec douceur, et finalement j'ai compris que j'étais pas un bourreau de synagogue, et il m'a déculpabilisé terriblement là-dessus, mais il m'a fait prendre conscience que ce que j'ai en moi, ma spiritualité, il fallait l'arroser pour grandir et se rapprocher de Hachem. Et Israq, ça a été le rabbin qui m'a réconcilié avec la religion, et je pense essentiellement parce que avant de devenir religieux, il a eu une autre vie, donc je me suis apparenté à lui. Et je vais vous dire quelque chose que je pense très sincèrement et que c'est pas facile à dire. 2 choses. Israq, c'est l'homme c'est peut-être la rencontre qui a le plus changé ma vie. Et Israq, c'est l'homme qui m'a le plus épaté dans ma vie. J'ai rencontré des hommes d'affaires, des présidents, des multimillionnaires, vraiment des multimillionnaires, des artistes, des gens de tous bords, des acteurs, tout ce que vous voulez. Israq, c'est la démonstration d'une sérénité en ayant peu de choses. C'est l'homme qui m'a et encore aujourd'hui, qui me montre qu'on peut être ultra zen avec peu de choses, et c'est très très impressionnant dans le monde dans lequel on vit, parisien, européen et international. Alors certes en Afrique, des mecs comme Israq qui doivent en avoir pas mal, mais en France, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, et dans tous les pays, disons, industrialisés, il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui est très très marrant, c'est que Israq, il est même épaté par des mecs qui lui ressemblent pas ou qui sont dans la matérialité, en disant toi t'es fort, comment tu fais pour faire autant de fric? Donc c'est-à-dire il a ce truc à lui, cette force à lui, mais il est humble en même temps, et à tel point que il s'adresse à tout le monde de la même manière. Et moi je me rappelle le premier cours qu'il m'a donné, j'avais été dans le 6e faire quelques cours, et un jour je lui ai dit j'aimerais bien que tu viennes à la maison pour essayer d'initier la mère de mes enfants. Et à la fin du cours je lui ai dit combien je te dois, il m'a répondu ce que tu veux. Et je pense que c'est vraiment ce qui symbolise Israq, c'est qu'il a une grandeur de Neshama qui est bien plus supérieure à beaucoup de gens. Voilà, sur ce domaine, on va tourner la page. On va tourner la page, mais je le pense vraiment. Et je pense que pour tous les gens qui sont attirés par la religion,
sans avoir forcément eu des parents qui faisaient Shabbat, sans forcément des gens qui étaient trucs et tout, même des gens qui faisaient pas Kippour, même des gens qui étaient très loin, je pense que Israq, ça peut être l'homme qui peut vous amener pas à pas et vous faire découvrir des parties de vous-même que vous ne connaissiez pas. Bezrat Hashem, en tout cas pendant ces 10 ans, David, sache que c'était toujours réciproque. J'ai appris énormément de toi. Déjà, tu m'as un peu raconté tes hauts et tes bas avant qu'on se rencontre, et puis après on s'est suivis, on s'est tenu au courant. Tu as fait aussi une alia, tu es revenu après en France, et je suivais tous tes, on va dire, les bons moments et les moments plus difficiles que tu as traversés. C'est vrai que tu as toujours été là, et je vais même dire quelque chose, tu as plus été là dans les moments difficiles que dans les moments où ça allait bien. Et contrairement à... Et tu cherchais pas à être forcément là quand tout allait bien pour X, Y raison, parce que tu te disais, bah, il n'a pas forcément... Voilà, et s'il a besoin, il a mon numéro. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique avec Yitzhak, c'est que quand j'ai une question très ponctuelle, très, très précise, il me répond, je vais pas vous dire dans l'instant, mais sous 24 heures. Voilà. En tout cas, voilà, David, tu sais que je t'ai souvent cité dans mes cours. C'était toujours anonyme. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus anonyme. Ouais. Donc, quand je citerai David, vous saurez de qui je parle. Et tu as traversé des épreuves pas faciles et tu les as surmontées toujours avec beaucoup de philosophie, beaucoup d'intelligence. Et je vais vous dire, c'est vrai, mais surtout avec quelque chose de me dire une phrase magique. Voilà, et je vais vous dire 2 mots. Quand vous traversez des moments difficiles, des moments horribles, des moments compliqués, des moments où vous voyez pas le bout du tunnel, tout simplement. Il y a une phrase que je trouve très 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 forte et que ma cousine Germaine, qui est psychologue au Canada, me disait toujours quand je lui parlais pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure même, 1 heure. Elle ne disait que 2 mots. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant. Et c'est tellement fort que moi, dans mes moments de galère, je l'écrivais au mur devant mon lit. Ah oui. Ouais. Voilà. Pour l'instant. Et je crois que le pour l'instant rejoint le mot, ce qu'on appelle présent, qui est capital dans notre religion. Vivre l'instant présent. Et le passé, c'est anxiogène parce qu'on se dit j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'ai fait. Et penser au futur, c'est stressant. Donc il faut vraiment être ancré dans le présent. Alors certes, c'est bien d'avoir des idées sur le futur, mais faut pas, je crois pas, moi je suis pas partisan de dire des business plans sur 3, 4 ans, 5 ans. Moi je crois que quand déjà on voit aller à 6 mois au bout du monde, c'est déjà très bien, quoi. Voilà. Aller 1 an pour prévoir les vacances de l'année prochaine, parce que c'est mieux de réserver les vacances à l'avance parce que ça coûte plus cher. Mais le reste... Ouais. En tout cas, David, quand tu me disais que j'étais capable de me relationner, d'apprécier des gens qui sont dans un tout autre milieu que moi, dans un milieu, on va dire, beaucoup plus riche, on va dire, financièrement. Ou matériellement, on va dire. Voilà. Mais ce que j'ai vu souvent chez des personnes, et en particulier chez toi, c'est qu'il y a des personnes qui sont capables d'évoluer dans ces milieux-là, tout en étant finalement comme tu le fais. Alors, avec un certain détachement. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'ai 2 anecdotes à vous raconter. Moi, un jour, j'étais au Puce, j'avais un collectionneur assez prétentieux. J'avais un collectionneur assez prétentieux qui venait toujours en me montrant les montres qu'il a achetées ailleurs pour essayer de m'énerver. J'en avais strictement rien à foutre. J'avais les poches remplies d'argent. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, ta belle montre là, ta magnifique Rolex en or, t'es dans le désert, t'as pas bu depuis 2 jours, bah t'es prête à l'échanger contre un verre d'eau. Alors ça, c'en est une. Et après un jour, j'ai été dans un restaurant à Avenue Montaigne qui s'appelle l'Avenue, un repas d'affaires, et je vais aux toilettes. Et je fais pipi debout à côté d'un chanteur qui s'appelle Sting. Et Sting, il m'a dit quelque chose, le même bruit.
same knows. Oh, wow. Et, philosophie dans les toilettes, c'est beau. Et surtout, c'est exactement ça. On est tous des êtres humains, on a tous des failles, on a tous des travers, Ouais. et on a tous des défauts. Et je vais dévier sur quelque chose qui va faire plaisir à Yitzhak. On est avec nos imperfections, et notre mission, c'est de les réparer. C'est le fameux tikkun. Ouais. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui déconne en nous, c'est à nous de prendre les choses en main. On a mal aux pieds, et ben il fallait voir un orthopédiste. On a mal aux dents, il faut aller voir un dentiste. On a mal à la tête. J'ai envie de vous dire, allez voir un rabbin, allez voir un sophrologue, allez voir un psychologue, mais allez voir quelqu'un. C'est ça, pas rester comme ça. Vous restez pas seul. La solution, quand on n'y arrive pas seul, c'est de se faire aider. Et comme on dit souvent dans le Talmud, on le dit, notre neshama est entière que quand on a rencontré sa femme. Ça revient avec 2, le fameux 2. Voilà. C'est un chiffre, et on vous dit toujours, partager c'est important. Pourquoi quand on partage, on est forcément 2. Quand on donne à la tzedaka, c'est pour pas rester seul, c'est pour partager notre succès. Pensez toujours au chiffre 2. Il a beaucoup plus de vertu que le 1. Alors, puisque tu parles de 2, ça va faire créer l'enchaînement sur le sujet suivant. La vie sentimentale. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes pour gérer leur vie sentimentale? Alors là, je suis désolé de ça. J'ai rien à dire. T'as rien à dire. Rien à dire parce que moi, je vais vous dire en 3 mots. Ouais. Moi, j'étais coureur de jupons. Ouais. Je l'assume complètement. J'en ai des excellents souvenirs Ouais. qu'en déplaise à Yitzhak ou à beaucoup de rabbins. J'ai pas été un exemple. À 39 ans, j'ai eu mon premier enfant. Ouais. À 45 ans, j'ai divorcé. Ouais. Je regrette rien et je suis très heureux d'avoir 2 enfants. Je ne suis pas un exemple, mais je vais vous dire, la seule chose, peut-être le seul et unique conseil, en étant pragmatique, le conseil sensé que je pourrais dire, sans être père de famille, rabbin ou qui que ce soit, essayez de vous accoupler avec quelqu'un qui vous ressemble. Voilà, quelque part, qui vous ressemble. Essayer de trouver le maximum de points communs. Voilà. Pour que ça. Alors c'est vrai que la différence est très piquante et très excitant, mais c'est sur long terme. C'est compliqué à gérer. C'est difficile. Voilà. C'est essayer de rencontrer quelqu'un avec lequel vous avez des points communs. Maximum. Et plus de points communs que de différences. Voilà, c'est tout. Le reste, j'ai rien à dire. Tu as raison, c'est important. C'est vrai que ça attire, les différences attirent, mais... C'est très attirant. Parce qu'on a l'impression qu'on va voyager. Alors on voyage, mais qu'un temps. C'est la nouveauté. On sait souvent... Voilà. Les bruns sont attirés par les blondes, les blondes sont attirées par les bruns. Tout ça, c'est très excitant, mais c'est très dangereux. Je vais pas dire dangereux, mais c'est aléatoire. On s'est marqué dans la Torah au début qu'effectivement, quand on se marie, on va faire Bassar Echad d'une seule chair. Le Sforno, qui est un commentateur sur le Chumash, il dit qu'il faut chercher le maximum de points d'ancrage, le maximum de points communs pour essayer effectivement de tenir la route. Parce qu'au début, il y a un chen, il y a une grâce au début d'une rencontre, mais ça dure un certain temps. La moyenne, c'est combien? 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, en psychologie, et ça a été étudié parce que ça m'arrive de lire des livres, disons, au sujet qui parlent de la Torah, et aussi des livres qui parlent de psychologie. En psychologie, on dit que l'état, ce qu'on appelle amoureux, je suis Morgane, dure 2 ans. C'est-à-dire que ces 2 ans-là, vous n'avez pas tout à fait votre vue ou votre conscience. Vous êtes dans l'intrigue. Et au bout de 2 ans, les yeux s'ouvrent. Des fois, ça s'ouvre d'un coup, des fois, ça s'ouvre progressivement, mais le vrai, voilà, comme disait la Bec BD, l'amour dure 2 ans, bon bah c'est vrai quoi. Voilà. Très bien David. Dis-moi, qu'est-ce que peut faire un jeune quand il se sent vraiment en down, que vraiment il voit qu'il n'y a plus rien qui marche, qu'il a l'impression qu'il a la poisse, qu'il déprime un peu? Est-ce que tu peux donner des conseils là-dessus?
Alors déjà, je pense qu'il y a une chose, quand on est mal, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui s'isolent terriblement. Oui. Ouais. Et il y a des gens qui s'ouvrent et qui demandent de l'aide. Ouais. Bon, bah la bonne méthode, c'est la deuxième. Ça, il faut une certaine humilité. C'est pas évident de se montrer dans un moment down. Ouais. Plus vous êtes seul, plus vous enfoncez. Plus vous êtes dans le trou, plus on le creuse. C'est ça. En revanche, plus on demande de l'aide, alors il y a beaucoup de portes, il y a plus de portes qui se ferment que qui s'ouvrent, mais parfois vous allez avoir des portes inattendues qui vont s'ouvrir. Et vous savez, les gens qui vous écoutent, ils peuvent vous écouter parce qu'ils sont passés par là. Voilà. Les gens qui ont l'écoute, c'est des gens qui sont passés par là. Et quelque part, quand ils vous font du bien, ils se réparent encore plus eux-mêmes. Et ils sont contents de partager leur expérience. Même s'ils ne vous le disent pas, ils sont passés. Pour écouter, il faut avoir transpiré. Voilà. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on se voyait parfois plus souvent quand tu étais un peu en galère. Et c'est vrai que j'étais toujours épaté de cette humilité que tu as eue, parce que surtout quand on voit quelqu'un dans un moment up, on n'a pas envie de se montrer dans des moments difficiles. Et ça demande beaucoup d'humilité. C'est ce qui permet de s'en sortir. Ouais, bon, vous savez, franchement, il sera que tout le monde a des hauts et des bas. C'est ça. Ouais, comme quand on voyait Serge Gainsbourg complètement défoncé, les gens l'adulaient parce que même défoncé, parce qu'il c'était Serge Gainsbourg. Ouais. Mais d'un autre côté, tout le monde a un côté comme ça. Je vais très bien, je vais très mal, je vais moyennement bien, je vais bien, ça va. Donc, à la limite, le montrer, c'est être authentique, c'est être quelqu'un de vrai, c'est être quelqu'un de sincère. Moi, je dirais même que j'ai une forme d'admiration pour les gens, quand je regarde des gens à la dérive qui se montrent. Parce que faut du courage. Voilà. Est-ce que c'est trop personnel ou tu veux nous parler un peu de ta relation avec Dieu, avec Hachem? Alors, ma relation avec Hachem, j'ai toujours cru en Dieu. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi j'ai eu autant de galères. Alors moi, je suis pas rancunier avec lui. Et à chaque fois qu'il m'arrive des grosses galères, je me dis, je m'en suis encore sorti, c'est fabuleux. Voilà, je m'en suis encore sorti, c'est fabuleux. Et après, quand j'ai des moments de succès, je me dis c'est magique, je me sens entre guillemets fort, mais je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai l'impression que Dieu est plus proche de moi au moment où je m'en sors et je vais tout simplement juste bien, que je me dis putain, il m'a pas laissé sur le rempart, que quand je vais super bien. Parce que quand je vais super bien, je vous dis franchement, j'y pense quand je mets les téphilines, mais à longueur de journée, j'y pense pas. Par contre, quand je vais mal, j'y pense tout le temps. Je me dis pas il n'existe pas, je me dis il existe, et quand je vais un peu moins et et je vais mieux, je me dis ah, il m'a pas laissé tomber, merci Hachem. Voilà, c'est ma façon à moi. Chacun, ça peut étonner certaines personnes que voilà, bon, c'est tout. Est-ce que déjà dans ta vie tu as senti comme ça que Hachem te répondait, ça veut dire te montrer des signes, c'est-à-dire que tu avais une attente, tu avais un questionnement, et puis c'est incroyable, mais là je vois vraiment que c'est une réponse qui vient d'Hachem. Alors, je vais te dire que des fois je fais des choses de façon inconsciente, et je me dis mais comment j'ai pu faire ça, 2-3 fois, et quand je vois le point commun, c'est exactement... elle se justifie ces actions inconscientes par quelque chose que je veux changer dans ma vie. Et là, je me dis, tiens, c'est Hachem qui t'amène vers un chemin. Par exemple, quand j'envoie chier... quand j'envoie chier tous mes... Par exemple, quand j'envoie chier... Je me dis, je veux déménager. J'habite dans un appartement, je veux déménager.
Je me dispute avec tous les voisins de façon plus ou moins justifiée. Je me dis putain David, tu t'es disputé avec tous les voisins. Et après je me dis bah ouais c'est justifié, tu t'en as tellement marre, Hachem il te montre des signes que tu es trop nerveux ici. Bah faut partir. Voilà. Pour moi c'est un signe de manifestation magique. Maintenant en ce qui concerne un miracle, j'y crois. Mais je ne l'ai jamais, en tout cas ce qui m'est arrivé, je ne peux pas mettre le mot miracle dessus. Voilà. Mais il m'est arrivé plusieurs coïncidences, des choses plus ou moins un truc. Je me dis tiens, je ne suis pas tout seul. Je me souviens quand même une fois, bon c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'énorme, mais tu me disais, tu étais en Eretz, tu étais en Israël à ce moment-là, tu avais fait l'Alia. Et puis quand tu venais en France, tu disais il faut qu'on se voit, etc. Et puis un jour, tu étais là de passage vite fait. Et moi, j'étais un peu surbooké à ce moment-là. Et tu m'as dit, passe me voir. Et moi, j'étais entre deux cours. Et j'arrive à l'Étoile, là-bas, à l'Arc de Triomphe, en vélo. Et je passe toujours par le même chemin. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je me dis, mais pourquoi je passe par ce chemin? C'est un peu plus court si je prends la rue à gauche. Et donc, je change de rue. Je descends. Et je t'entends qui était à une terrasse et qui m'appelle, Yitzhak, Yitzhak. Et je tombe sur toi. Alors que je passe jamais par cette rue-là, et tu étais juste à ce moment-là sur cette terrasse. Alors, c'était un joli coup. Là, on peut dire quelque chose. Là, on peut dire que c'est une coïncidence, et on peut dire que c'est Hachem. Là, c'est une évidence. Et si je peux me permettre, Yitzhak, tu m'as dit, dans une autre vie, on devait même être brother. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on sait les Neshamot ont des liens, quand parfois on voit qu'on a un lien particulier avec quelqu'un... c'est qu'il y a quelque chose. Toutes les Neshamot du Klal Israël sont liées, mais c'est vrai. Et quelqu'un qu'on ne voit pas tous les jours. Tout à fait. Quand on est vraiment connecté avec quelqu'un qu'on ne voit pas toujours, et que dès qu'on voit, on est content de le voir, et qu'on est connecté, et quand on se parle, on se comprend. On peut parler on peut parler de. Je crois, tu as raison, hein, je te rejoins là-dessus. Et aussi dans quelque chose, dans le même registre, vous savez, on a tous dans notre famille, on dit tiens tu lui ressembles, tiens tu as les mêmes points communs avec ton grand-père, ou tu ressembles tu as des points communs avec ton oncle, et là à ce moment-là je pense comme tu dis c'est aussi il y a un côté très très fort d'une présence divine, que le bon Dieu veut te redonner les points forts qu'avait ton grand-père ou ton arrière-grand-père. Ils veulent te les repasser, et que toi tu es le réceptacle de ça, et bien entendu il faut savoir les accueillir et les utiliser à bon escient. Voilà. Sur ce sujet justement David, on va dire des relations avec la famille et des relations avec les amis, il y a aussi quelque chose qui m'a toujours épaté chez toi et qui je pense est vraiment un conseil pour tout le monde, c'est justement de pas comment dire, de pas être rancunier. D'accord ? C'est vrai que dans toute relation, que ce soit familiale ou amicale, il y a aussi des moments des hauts, il y a des moments des bas. Des fois, on peut se prendre un peu le chou, on peut s'éloigner, puis se rapprocher. Et il faut savoir garder ses amis. Les gens avec qui on a senti une complicité particulière, qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis des fois, après, on les perd un peu de vue, on perd le contact. Comme tu as dit, tu as gardé le contact avec tes premiers amis quand tu as commencé à travailler sur les puces. Eh bien, de garder ces contacts-là, parce que ça tourne et on a besoin. Si Hachem nous a mis sur le chemin de ces personnes, c'est que c'est pour nous faire du bien, leur faire du bien, et il faut garder ce contact. Ouais, et quand on se dispute, la personne qui est en face de vous, faut partir du moment que ça se trouve, elle a fait une nuit blanche. Exactement. La veille, voilà, où elle a eu des galères. Et il ne faut pas forcément en tenir compte. Maintenant, si ça se reproduit 2, 3, 4 fois, c'est sûr, là, il faut passer à autre chose. Hein. Mais une dispute de temps à autre, c'est normal. Le mode d'emploi, c'est normal. Le mode d'emploi, c'est prendre un peu le large et après de revenir dans de meilleures conditions. Voilà. C'est ça. Pour conclure, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton expérience d'Alia ? Alors, mon expérience d'Alia, d'abord, je vais vous dire, je suis revenu au bout de 2 ans et demi. Je ne regrette absolument rien. C'est un pays compliqué. Pour certains,
très dur. Il y en a qui disent que c'est très dur. Moi, je dis plutôt que c'est compliqué. Oui. C'est un pays qui est toujours en mouvement. C'est quelque chose de compliqué à expliquer, mais je me sens profondément ancré. Mon âme est ancrée en Israël à tel point que sur ma pièce d'identité, au dos, j'ai marqué si un jour il m'arrivait quelque chose, que je décédais, je souhaite être enterré en Israël. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien de plus significatif. Les deux choses que j'ai retenues dans ma vie au quotidien, ils sont très directs. Et finalement, je pense indéniablement qu'ils ont raison. Parce que moi, j'étais direct. Là-bas, depuis que je suis revenu depuis que j'ai vécu là-bas et que je suis revenu, je suis très direct. Ce qui permet d'avoir des rapports très francs, très sincères et pas de perte de temps dans des histoires à dormir debout, des discussions abracadabreuses pour faire des deals pendant 10 ans. À un moment donné, ils ont raison d'être divers. Et ils ont quelque chose que je comprenais pas au début. Je l'ai trouvé complètement loufoque. Ils ont ce qu'on appelle le savlanout. Le savlanout, c'est quoi? Vous êtes assis sur une chaise comme ça pendant 1 heure, 2 heures et vous regardez le ciel. Voilà. Alors, à un moment donné, je lui dis, mais t'en as pas marre de faire le savlanout? Alors, savlanout, c'est la patience. On traduit pour la patience. À la fois, c'est des speeds et à la fois, ils sont capables de vivre le présent. Et quand il n'y a rien, ils ne font rien. Ils ne perdent pas de temps à essayer de faire des trucs à dormir debout, à faire. Voilà. Et un jour, j'ai posé la question à un gars, le savlanout, t'en as pas marre? Ce gars-là, il avait quand même un appartement de 200 mètres carrés, vue mer à 100 mètres de la mer. C'est un gars qui était très à l'aise financièrement. Il m'a dit, le savlanout, ça te permet de te reposer, et pendant que tu te reposes, ton âme se régénère. C'est une belle formule. Et ça rejoint un peu ce que peut appeler le monde, l'autre monde, le monde des bouddhistes, mon truc, la méditation. C'est leur méditation. S'asseoir et regarder le ciel. Il y en a qui se mettent à genoux et qui regardent le mur. Chacun son truc. Mais finalement, ne rien faire, mais vraiment ne rien faire. Hein. Pas avoir le téléphone portable à côté. Hein. Le téléphone portable, on le met en silence, on ne met pas la musique et juste on regarde. Il y a des périodes d'activité très intenses chez les Israéliens. Ils sont aussi capables de faire des breaks, comme nous on a du mal à faire ici en France. Ils coupent tout. Ils se coupent complètement, ils se régénèrent. Tout. Voilà. Ils coupent le téléphone, ils coupent tout. Ils vont à la plage tout seuls, sans rien. Voilà. Très bien. C'est incompréhensible pour nous, mais c'est intriguant. En fait, c'est ce qu'on vit, nous, Shabbat, en vérité. Shabbat, voilà, c'est vraiment l'occasion de vraiment se couper. À part que, si je peux me permettre, et t'en déplaise, Shabbat, vous allez à la synagogue, Shabbat, il y a les repas de famille, Shabbat, il y a quand même des choses à faire. Là, ils sont capables vraiment de rester 2 heures. En tout cas, moi, j'ai vu des mecs pendant 2 heures assis devant le ciel et regarder le ciel. Voilà, je les ai vus, mais et parler à personne. Hein. Genre les yeux comme ça un peu fermés, ils sont contents. Bon, voilà. Est-ce qu'ils ont un rapport à l'argent différent en France? Alors, ils n'en parlent. Alors, autant ils n'en parlent pas du tout dans leur quotidien. Mais quand ils sont en affaires, ils sont redoutables. Voilà, redoutables. Tout est permis. C'est peut-être pas joli à entendre, mais tout est permis. Mais quand ils sont pas en affaires, ils n'en parlent pas. Et quand vous les connaissez un peu, ils sont surprenants de générosité sans arrière-pensée. Très bien, David. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On pourrait parler toute la journée ensemble comme ça. Mais... Non, c'est bien. Non, j'ai rien à rajouter. Je suis content de t'avoir fait plaisir, Yitzhak, parce que moi, c'est pas vraiment mon genre de... Je cherche pas forcément à attirer les paillettes sur moi, mais tu me l'as demandé à 2 reprises, je crois, et tu m'as tellement fait plaisir dans mon existence qu'aujourd'hui, je suis content de te faire plaisir. Vraiment, c'était un grand plaisir qu'on a partagé ensemble. Comme tu as dit, c'est
je pense, un des messages les plus importants qu'on a entendu ce matin, il y en a eu beaucoup, mais c'est vraiment de partager, de donner, de s'entourer, et ça, effectivement, ben, tu l'as encore fait aujourd'hui, partager avec tous ceux qui nous regardent et qui nous regarderont, ça restera en boucle. Eh bien, merci beaucoup, David. Et donc, je crois que ce soir, tu as un arrosage, c'est ça? Comment on appelle ça? On dit ça un vernissage. Un vernissage. Moi, voilà. je dis un musée ambulant, quoi. D'accord. Un manège quoi. Donc, tu as un vernissage dans ta galerie, voilà. Donc, je te souhaite beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite et beaucoup de plaisir dans tout ce que tu fais. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, très voilà. bien. Bezrat Hashem. Il faut toujours l'aide de Dieu à un moment donné. Ce sera le mot de la fin. Au revoir à tous et merci de nous avoir suivis. Au revoir, David. Au revoir.